Rebonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue pour cette deuxième partie de la journée sociale sur l'OGEC au cœur du droit social. Nous allons évoquer avec Valérie Le Boulanger, que nous accueillons avec le plus grand des plaisirs sur cette table. Elle se présentera tout à l'heure, d'ici quelques secondes. Une deuxième partie de journée autour du droit collectif, un droit social collectif important. On n'a pas eu le temps de le développer ce matin dans la jurisprudence, mais le CSE est au cœur, lui aussi, du droit social. Les lois de cet été l'ont montré, hein, la loi climat, la loi prévention santé, qui mettent au cœur de ces problématiques le CSE, un CSE qui doit par exemple être consulté sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, la BDES, on aura peut-être l'occasion d'en parler, la GPEC est touchée aussi, et avec un CSE qui est mis à contribution dans ces lois successives. Un petit rappel, alors c'était pas clairement dit dans le propos et dans la thématique et dans le titre, il s'agit d'un atelier sur le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc on ne parlera pas du CSE dans sa version délégué du personnel, ou très peu, ou peut-être en fin d'intervention pour répondre à d'éventuelles questions, mais on parlera surtout du CSE d'entreprises de plus de 50, donc chez nous, sont assez nombreuses, hein, au nombre de 1000, puisqu'on intègre, répétons-le, les enseignants et les salariés de droit privé dans le calcul de cet effectif. Un CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés qui a comme mission principale l'expression collective des salariés, qui est informé, qui est consulté sur des questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche, on appelle la marche générale de l'entreprise, donc un vrai partenaire pour l'employeur. Certains diraient un mal nécessaire. Nous, on va essayer tout au long de cette intervention de se dire que ce n'est pas un mal, ça peut être très bénéfique et ça peut être un bien, et qu'à partir de ce qu'on peut appeler une contrainte, en tout cas légale, allez, je tente le grand saut ou un grand écart, aller vers un levier d'excellence. Et donc, en parlant d'excellence, je vous présente à nouveau Valérie Le Boulanger et je la laisse se présenter. Merci beaucoup. Merci Jean-René, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour échanger sur cette thématique effectivement du CSE dans la vraie vie, va-t-on dire, hein, posture et pratique. Je crois que c'est ainsi que vous avez intitulé notre échange de cet après-midi. Peut-être Jean-René, 2 mots de présentation pour celles et ceux qui sont connectés. Ça facilitera l'interaction et les échanges. Donc, moi, j'ai 59 ans, je suis maman de 3 enfants, fille d'enseignant, et voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite présentation, et au fond, peut-être était-ce écrit que je viendrai un jour échanger avec vous, et je disais que j'avais 3 enfants, dont une qui est à l'Université catholique de Lille, donc voilà, la boucle est bouclée, et au fond, tout ceci devait se faire, je pense, un jour naturellement, Jean-René, donc merci encore pour l'invitation. J'ai un parcours professionnel, en fait, on va dire, dans 2 secteurs d'activité et en 2 grands domaines de compétences, pour utiliser du langage RH. Les 2 secteurs d'activité sont la banque, où j'ai travaillé successivement très longtemps au Crédit du Nord, puis à la Caisse d'épargne Île-de-France, puis au sein du groupe BPCE, donc qui réunit, vous le savez sûrement, donc toutes les caisses d'épargne, les banques populaires, Natixis. Et puis, 2e secteur d'activité que j'ai rejoint en début 2016, qui sont les télécommunications, donc plus précisément le groupe Orange, dans lequel j'étais jusqu'en début d'année. Donc je disais 2 secteurs d'activité et 2 grands domaines de compétences. Un premier domaine qui a duré une quinzaine d'années où en fait j'ai fait de la banque, c'est-à-dire de façon très opérationnelle, de l'agence, du groupe d'agence, de la stratégie, de la finance avec des fusions-acquisitions, donc de la banque, voilà. Et puis au bout de 15 ans, et c'est là le 2e domaine de compétences, peut-être au fond était-ce écrit et un peu comme une évidence, on est venu me chercher en disant Valérie, ressources humaines, mais surtout formation. Vous voyez, on ne quitte pas votre domaine de l'enseignement. Formation, tout simplement parce que, au fond, j'avais une première expérience opérationnelle couvrant à peu près tous les domaines d'activité
d'une banque et qui se caractérisait aussi en fil conducteur, en fil rouge, par une grande expérience de management. Voilà. Et on sait tous que quand on fait de l'RH, et on va tout au long de cette table ronde parler de dialogue social, quand au dialogue, quelque part, on anime, on manage, on fait du relationnel. Évidemment, c'est très important, on va y revenir dans quelques instants. Donc, je suis arrivée dans le domaine de l'ARH, deuxième temps de mon parcours, où j'ai successivement d'abord beaucoup travaillé les sujets de formation, passionnant, une expérience vraiment très, très intéressante. Puis ensuite, j'ai été DRH d'un périmètre opérationnel dans la banque, comme vous pouvez être DRH ou président de CSE dans votre lycée, plusieurs lycées, voilà. Et la particularité de cette seconde expérience, c'est déjà une teinture des relations sociales, c'est que mon premier jour de prise de poste, j'avais mes cartons de déménagement et à côté, j'avais un préavis de grève. Il n'y avait pas de corrélation, je vous rassure, quand on arrivait. Et du coup, je n'avais pas d'expertise, évidemment, ni d'expérience particulière en la matière. Et quand c'est ainsi, eh bien, on fait appel à son bon sens, on fait appel à son intuition, à son feeling, à sa bonne connaissance de l'entreprise, à sa connaissance, au fond, des différents acteurs. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Donc, j'ai évidemment laissé les cartons de déménagement à ma gauche. J'ai pris mon sac, je suis repartie et je suis allée m'installer dans le bâtiment où avait lieu cette grève. J'y ai passé 3 jours. J'ai fait des entretiens pour comprendre le pourquoi du comment. Et au terme de ces 3 jours, j'ai bien sûr travaillé avec les organisations syndicales, les partenaires sociaux qui étaient présents, le management, les salariés. Et au bout de 3 jours, on a trouvé la solution. Et au fond, pourquoi je vous cite cette anecdote, c'est que cette expérience, elle m'a suivie dans mon parcours, car quelques années après, on m'a appelé pour prendre le poste de directrice des relations sociales du Crédit du Nord. Je pensais que c'était une erreur, pour tout vous dire, parce que je considérais que je n'avais pas de compétences en la matière. Mais cet épisode avait un peu frappé les esprits par cette approche, au fond, pragmatique, et c'est un mot que vous allez entendre souvent, je pense, dans ma bouche, qui fait que, du coup, je me suis immergée dans les relations sociales, et c'est un domaine que je n'ai plus quitté pendant 13 ans, je crois, puisque j'ai successivement exercé cette fonction donc, au Crédit du Nord. Puis ensuite, j'ai été appelée sur cette fonction à la Caisse d'épargne Île-de-France, où j'ai connu un environnement très différent au plan social, très, très tonique, va-t-on dire, et j'ai beaucoup appris. Puis ensuite, j'ai pris des structures plus grosses, puisque après j'avais le groupe BPCE, une très grosse structure, 120 000 salariés, où là j'ai aussi découvert ce que c'était que la négociation de branche, l'interprofessionnel, donc une expérience aussi très enrichissante. Et enfin, j'ai été appelée par le groupe Orange pour prendre les relations sociales à l'échelle de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire dans le monde entier. Donc évidemment, c'est une toute autre envergure, 150 000 salariés, 28 pays, mais avec la prégnance très forte d'Orange en France, et je crois avec une taille d'effectif à peu près équivalente à 100 000 salariés. Je pense que c'est à peu près, d'après ce que j'ai vu, voilà. Donc 100 000 salariés en France, et pour vous donner quelques repères, voilà, 14 CSE, un CSE central, 85 CSSCT, donc une organisation, je crois que c'est des thématiques que vous avez vues ce matin autour de la prévention des risques, des conditions de travail évidemment extrêmement importantes, et puis après un comité de groupe France, un comité de groupe européen, un comité de groupe monde, donc évidemment des structures qui étaient adaptées à la réalité économique de l'entreprise. Et j'ai terminé mes fonctions chez Orange comme DRH de l'ensemble du groupe, fonction que j'ai occupée jusqu'en début d'année. Donc voilà la trajectoire et au fond, vous l'aurez compris, ce fil conducteur des relations sociales que j'ai expérimenté en vrai, c'est-à-dire que les relations sociales, parfois on vous dit, je connais parce que je suis intervenu une demi-heure dans un CSE. Moi, je pense que voilà, les relations sociales, il faut les pratiquer, il faut les vivre, et c'est ça qui fait qu'on peut, je l'espère aujourd'hui, partager peut-être des postures et quelques conseils et quelques bonnes pratiques. Merci beaucoup. Un parcours très riche et qui donne un peu le tournis. Alors, on va se dire, que fait-elle ici et que va-t-elle nous dire de notre quotidien, de notre pratique à nous? Parce qu'on est loin de ces structures-là. Vous disiez 100 000, c'est la branche. Mais la branche, c'est 5 000 structures juridiques de tailles différentes, de tailles de petites écoles à des ensembles scolaires à 5 000 élèves. Alors donc, l'intérêt de votre venue, c'est peut-être de ne pas évoquer
des questions techniques, du Bien droit, sûr. etc. On en parlera peut-être à la fin, je le disais au fil des questions. Et donc on va parler de posture, et vous parlez de posture, d'animation, et de prendre un peu de recul sur ces grands principes, et peut-être définir des grandes notions. Et donc cette expérience, moi on va peut-être commencer par les définitions autour du dialogue social. Cette expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté, quelle approche en fait vous a donné cette expérience riche, donc plusieurs secteurs, on l'a entendu, de tailles différentes, des périmètres différents, des cultures différentes, une histoire différente, mais quelle approche au fond vous avez du dialogue social grâce à ces compétences et à cette expérience? Alors moi, j'ai envie de partager un certain nombre de points avec vous. D'abord, je crois qu'en matière de dialogue social, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas avoir de certitude. Voilà. Il faut avoir des convictions, et on va y revenir. Je crois que c'est très important d'avoir des convictions, des valeurs, voilà, mais pas de certitude, sinon la certitude, elle est contre-productive et elle veut dire qu'on n'est pas ouvert à l'autre. Et donc c'est antinomique, par définition, avec la notion même de dialogue. Alors, peut-être pour revenir en amont, ce dont je me suis rendu compte, je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on m'a proposé le premier poste de directrice des relations sociales, j'ai pensé que c'était une erreur. Moi, j'avais une vision du dialogue social qui était une vision d'expertise juridique. Alors, je vais peut-être être un peu cash à votre égard, et pardonnez-moi, mais et qui, pour moi, c'était un domaine absolument inaccessible à quelqu'un qui n'avait pas Bac plus 5, Bac plus 10 en droit du travail et qui ne maîtrise pas la matière juridique. Et c'était profondément ancré en moi. C'est pour cela que quand on m'a proposé le poste, j'ai dit, j'en suis incapable. Je suis incompétente, je m'entends d'ailleurs avoir prononcé ce terme, je suis incompétente pour tenir ce poste. Et je partage avec vous la réaction à l'époque du président du Crédit Nord qui m'avait proposé la fonction, qui m'a dit « Ah non, non, justement, je suis sûr que ça va bien se passer, faites-moi confiance ». C'était un ancien DRH. Donc j'ai lâché prise et je me suis dit, bon, je vais lui faire confiance, il est beaucoup plus expérimenté que moi. Et j'ai compris avec le fil du temps ce qu'il voulait dire. Quand je suis rentrée dans ma première réunion ça s'appelait les CE à l'époque, on les a tous connus, hein, DP, CHSCT, CE. Ma première réunion de CE, j'avais autour de moi des partenaires sociaux et j'étais frappée sur les tables blanches comme nous avons aujourd'hui d'avoir beaucoup de taches rouges, c'est-à-dire que c'était tous les codes du travail avec lesquels les uns les autres étaient venus. Ça m'a terrorisée pour tout vous dire, parce que moi le code du travail, je le méconnaissais totalement, je n'avais eu aucune formation en la matière. Alors, ce dont je me suis rendu compte en réalité, c'est que j'avais quand même quelques atouts. C'est que je connaissais mon entreprise, je connaissais sa stratégie, je connaissais le cap, je connaissais de près les acteurs, puisque je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'avais eu vraiment une expérience opérationnelle concrète à peu près dans la plupart des sphères de l'entreprise. Et donc, quelque part, la vraie vie, entre guillemets, je la connais. Voilà. Et donc, ça crée de façon assez spontanée, finalement, un lien de proximité avec les élus. Jean-René le disait à l'instant, qui sont là, le CSE, ça sert à ça, hein, qui sont là pour représenter les salariés. Et donc, quand on parle de la vie de l'entreprise, comme on dit dans le jargon, de la marge générale de l'entreprise, eh bien ça, c'est un terrain sur lequel j'étais à l'aise. Et donc, ce sujet de relations sociales réservé à l'expertise juridique, alors, je ne suis pas en train de dire, rassurez-vous, qu'il ne faut pas être en infraction avec la loi. Il faut être bien entouré, il faut savoir à quelle porte frapper pour avoir effectivement le bon conseil, la bonne réglementation, la jurisprudence, le cadre légal, parce qu'il est hors de question de faire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre légal. Mais je pense que le fond du sujet n'est pas là. Le fond du sujet, il est en effet de faire en sorte que votre établissement, votre entreprise, elle puisse fonctionner maintenant, demain, à court et moyen terme. Et c'est quand même à ça que sert le dialogue social, d'abord et avant tout. Donc mon sujet d'expertise juridique, ça m'a un peu détendu, Jean-René, voyez-vous, et ça m'a permis, au fond, d'aborder le sujet des relations sociales un peu différemment. Voilà. Donc moi, je suis ravi quand même que vous disiez alors que le droit social ne fait pas tout. J'ai eu un petit peu peur dans votre propos de me voir au chômage dans les quelques mois à venir. Et je me suis retourné vers Marianne, Aude qui se lance dans la carrière. Je dis quand même, c'est un peu gonflé. Mais là, vous me dites quand même, il faut faire un moment un petit peu de droit. Absolument. Mais ce que j'ai compris, c'est surtout pas en réunion.
C'est avant, après, mais pas pendant. Voilà. Alors, on reviendra sûrement après. Voilà. Un contrat avant, on gère le divorce, mais on ne gère pas l'argent et le droit au milieu de. Je pense que pendant la réunion, et on va revenir peut-être sur la façon concrète dont la réunion se déroule, le fond du sujet, c'est d'arriver à traiter tous ensemble par le dialogue les sujets qui font marcher notre entreprise et notre établissement. Donc, le prisme exclusivement juridique ne fera pas tout, on s'en faut. Donc voilà, donc ce sujet de l'expertise juridique et voilà. C'est très. Excusez-moi, je reviens, non pas à titre personnel, on a bien compris la pirouette, mais cette entrée techniciste des sujets, en gros, porte atteinte à la relation et donc même à la mission et l'opportunité d'un dialogue. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle porte atteinte, en tous les cas, elle est réductrice. Elle réduit. Voilà, elle est réductrice. Et donc, je pense que dans le champ d'appréhension d'un sujet, eh bien, naturellement, en tous les cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement, il nous convient d'aborder le fond du sujet, et puis de s'assurer que dans, en effet, les actions qu'on engage, les évolutions qu'on a, évidemment, nous soyons conformes aux dispositions légales. Vous voyez, je prends le c'est un prérequis, mais voilà. C'est pas le lieu d'expression du droit. Exactement. Et du coup, je rebondis aussi sur votre propos, et on va revenir peut-être à comment ça se matérialise, ça, ce dialogue social et votre expérience. Vous parlez beaucoup d'activité, de sens. Et coup de bol chez nous, on a un projet d'établissement. Et donc moi, ce que je retiens de votre propos, je fais un peu de traduction. Moi, j'ai l'impression il faut faire du droit en amont et il faut être costaud en droit, mais surtout pas faire de droit à un moment, et notamment dans le dialogue. Il faut parler uniquement du projet, du cap et de la stratégie. Alors, vous avez des projets d'établissement. En entreprise, ça s'appelle projet stratégique. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et alors, je ne connais pas la structuration de votre projet d'établissement, mais en réalité, on va se poser les questions de fond, j'imagine, sur mon lycée, mon école. Donc, c'est ma position, mes élèves, mes étudiants, comment ça va évoluer dans ma ville, quelle place mon établissement va-t-il pouvoir prendre, quelle attractivité mon établissement va-t-il pouvoir développer, quelles innovations dois-je mettre en avant, quel mode de relation avec mon écosystème, etc., etc. Donc, des fondamentaux stratégiques. Rassurez-vous, ce sont exactement les mêmes en entreprise. C'est du copier-coller. Et donc ça, c'est très important parce qu'on se pose les bonnes questions. Et de ces questions que l'on se pose, on va se fixer une ambition, un cap, une vision. Et ça, c'est très important de savoir où on va. Parce que ensuite, cette vision, eh bien, de manière extrêmement simple, et pardonnez-moi si certains peuvent la considérer simpliste, on aura la vision future, on a la vision actuelle. Et nous, notre travail, et c'est le travail du dialogue social, c'est de travailler les écarts. C'est-à-dire entre ma situation d'aujourd'hui et l'ambition que je me fixe, eh bien, quelles sont les différentes étapes, quels moyens vais-je devoir mobiliser, quels investissements, quelle formation, quel accompagnement, quelles embauches, etc. Mais tout part effectivement de ce travail d'analyse des écarts et du sens qu'on va y donner. Et donc, ce projet d'établissement que vous avez, que j'appelle moi projet stratégique, mais encore une fois, c'est la même chose, c'est fondamental, c'est fondamental. Et c'est le cap, et c'est quelque part un fil conducteur de tout votre dialogue. Et le dialogue social avec nos partenaires, nos interlocuteurs autour de la table, il va nous servir pas à pas à dire attention, là, on est en difficulté. Là, on n'avait pas vu ce sujet. Là, on imaginait que finalement nos salariés réagissent comme ça. C'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on doit corriger le tir? Là, on pensait qu'on arriverait à ce niveau-là. C'est pas possible. Là, l'investissement qu'on doit faire, il n'est pas jouable financièrement. Voilà. Et c'est ça le travail de construction du dialogue social. Le tout, bien évidemment, dans un cadre légal maîtrisé, bien sûr. Vous nous dites projet, réinterrogation du projet régulièrement, avec un acteur qui porte l'intérêt collectif des salariés et qui doit être associé à cette réinterrogation de projet. Mais le projet, c'est l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui le porte, c'est lui qui a le pouvoir de direction. Oui, bien sûr. Pourquoi moi je vais le partager on suit, j'ai raison, non? Alors, vous abordez un sujet qui est très intéressant et qui rejoint aussi un peu les postures. Partager ne veut pas dire cogestion. Je le dis de manière peut-être un peu brutale, mais ne veut pas dire cogestion. Je crois en effet que chacun doit rester dans son domaine de responsabilité. Vous avez raison, le projet stratégique, c'est le projet, je dirais, entre guillemets, dit de la direction. Je vais utiliser ce terme générique dans les entreprises, on dit de l'employeur, du patron, voilà. Mais c'est la même chose, c'est le projet de la direction. L'intérêt du dialogue social, un projet, il ne se fait pas tout seul.
Un projet, il va viser à fédérer les énergies, motiver les collaborateurs, parce que sans les collaborateurs, on ne fait rien, hein, heureusement d'ailleurs, qu'ils soient engagés, qu'ils comprennent. Voilà. Pour faire tout ce travail d'adhésion, il faut partager. Il faut qu'on soit sûr que notre projet, il est viable, qu'on a anticipé toutes les questions qui pouvaient se poser. Voilà. Or, un projet, ça ne se fait pas tout seul. Et le CSE, il va servir à ça. Pourquoi est-ce que le législateur, on avait dit qu'on ne ferait pas de juridique, mais juste une petite... la philosophie du... Voilà, sur la philosophie, mais pourquoi est-ce que le législateur, quand il a mis en place avec les ordonnances dites Macron, le CSE, d'abord, il y a une finalité qui est extrêmement intéressante. Je suis sûr que parmi l'auditoire, on a tous, ou certains parmi vous ont connu DP, CHSCT, CE. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 3 fois la même chose. Et quand j'ai un projet, si on reprend notre projet d'établissement, mon projet stratégique, ce projet-là, pardonnez-moi l'expression, mais il ne se saucissonne pas. D'un côté, j'ai qu'un sujet économique, financier, de l'autre côté, j'ai qu'un sujet conditions de travail. On sait tous, dans la réalité de la vie, que tout est en interaction avec tout. Donc l'intérêt d'avoir mis en place une instance, on va dire, dite fusionnée par rapport à ce qu'on connaissait préalablement, c'est qu'au fond, mon CSE, il va avoir une vision globale de mon projet d'établissement, si nous restons sur ce sujet. Et effectivement, les partenaires autour de la table ne vont pas être chargés de tenir la plume, mais ils vont être chargés de nous challenger, de nous dire attention, vous avez ça comme idée, mais nous, on va vous dire que parce qu'on connaît les salariés sur le terrain, ça va tiquer. Là, ça va être compliqué. Voilà. Et ils vont venir nous permettre d'alimenter quand même notre projet, d'être en capacité, parce qu'on dialogue de manière intelligente, fluide et responsable, aussi d'amodier ça et là quelques points du projet, d'aller peut-être moins vite, d'aller peut-être différemment, ce qui ne remet pas forcément en cause les orientations de fond. Donc, pas de cogestion, du dialogue et de la critique la plus constructive possible qui permet de challenger, je dirais, intelligemment. Vous avez fait un cours de différence entre la collégialité et la synodalité. C'est ça, exactement. En plein synode de la synodalité, bravo. Comme quoi... Donc, on comprend. Donc, le projet, une identité d'activité, un partage. Il n'y a pas les bons et les gentils pour faire... oui, c'est pas manichéen. Mon propos, mais... Il n'y a pas le sachant et ceux qui viennent embêter, quoi. Ouais. C'est pas ça le dialogue social. Mais ce que je comprends aussi dans votre propos, c'est qu'il faut quand même que tout cela soit structuré. Hein, il y a un pouvoir de direction qui se rééquilibre par la parole et l'échange, mais sur quelque chose qui est structuré. Je crois que c'est important de... Vous avez raison de revenir sur ce point-là. C'est l'intérêt d'avoir un CSE. Alors, parfois, on se dit, voilà, c'est quand même l'appeler, j'ai ma réunion à tenir, c'est vraiment une contrainte. Non. L'intérêt d'avoir un CSE, c'est que vous avez une instance de dialogue identifiée. Oui. Donc, vous savez que en dehors des moments, et on pourra revenir sur comment est-ce qu'on dialogue, hein, de manière un peu pratique et concrète, mais vous savez que tous les 2 mois, quand je suis sur un CSE, voilà, parfois peut-être plus fréquemment, et notamment en période de difficulté, voire de crise, versus ce qu'on vient de vivre, vous avez un temps de dialogue qui est sacralisé. Ça, c'est très important. Voilà. Et ce qui est très important aussi, c'est que vous avez des interlocuteurs identifiés. Je m'arrête juste, si vous le permettez, quelques instants là-dessus. Alors, évidemment, j'ai connu dans des très grosses structures ces interlocuteurs, ce que sont les organisations syndicales, enfin, les représentations des organisations syndicales. Ça sert à ça. C'est-à-dire, ça sert, entre autres, à avoir un interlocuteur identifié que vous allez pouvoir saisir ou avec lequel vous allez pouvoir dialoguer dans le cadre de la représentation du personnel en CSE. Alors, vous allez dire, c'est un peu banal ce que je vous raconte là. Quand tout va bien, quelque part, j'ai pas trop de sujets. Mais quand les choses deviennent difficiles, quand j'ai une situation de crise, quand j'ai un problème complexe à gérer, c'est très important, effectivement, de savoir que j'ai un interlocuteur identifié à qui m'adresser, avec lequel je vais pouvoir avoir un vrai dialogue, réactif, transparent, responsable. Et les organisations syndicales, ça sert à ça, mon dialogue. Vous imaginez, je reprends juste, je fais juste une prise de recul, mais chez Orange, où j'avais 14 CSE, au total, avant de passer en CSE, lorsqu'on était en CE, CHSCT, DP, 7000 porteurs de mandat, vous imaginez, 7000 porteurs de mandat. Si je n'avais pas eu d'organisation syndicale structurée, de représentants
identifiés. C'était un truc absolument mais ingérable, ingérable. Donc, oui, interlocuteur, instance structurée, c'est fondamental. On va revenir, vous avez parlé d'un moment sacralisé. Donc on reviendra peut-être sur ces moments j'ai été interpellé par cette formule-là, c'est-à-dire c'est un peu, pour faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais c'est dans la relation individuelle d'avoir des moments clés d'entretien, etc., qui sont un peu enquiquinants, d'évaluation, de professionnels, etc., mais qui sont très importants puisque ça structure la relation. Et donc ce moment sacralisé, on va peut-être y revenir dans sa préparation et dans sa tenue. Deuxième remarque, un dialogue social structuré avec des interlocuteurs identifiés, légitimes, parce qu'ils ont été élus aussi. Bien sûr. Évidemment. Et parce que leurs organisations sont représentatives, et en plus élus. Donc c'est de la démocratie sociale en action. Et bien sûr. Comment on m'a traité ce matin, je ne sais plus, d'impertinent. Continue sur Donc en gros, c'est de l'arme anti-gilet jaune d'un verbe. C'est un peu. Voilà. Je garde la paternité de cette expression. Ce qui permet aussi de mieux comprendre à quoi ça sert et donc de créer de vrais partenariats pendant au minimum la durée du mandat et surtout sur le long terme. On va revenir sur ces sujets-là. Deuxième sujet, et on sort, on l'espère, quoique les annonces gouvernementales d'hier nous montrent qu'on n'est pas encore sorti, d'une crise violente, socialement, économiquement, etc., qui a bouleversé en partie notre relation au travail, qui a bouleversé le 16 mars, on a été tous sous le choc. Et vous nous dites en gros que ces interlocuteurs identifiés, dans le cadre de crise, vous n'avez pas utilisé ce terme-là, mais vous avez mis quand tout va bien, c'est emmerdant, mais quand tout va mal, on est bien content de nous retrouver. C'est un peu comme les corps intermédiaires. Deuxième impertinence à destination du gouvernement. Je suis un corps intermédiaire. Et ça, j'aimerais bien vous entendre sur la crise, et après on passera peut-être une vidéo, parce qu'on a une vidéo qui illustre ce propos. Typiquement, oui. Prenons la pandémie, puisque en fait on vient d'y être confronté malheureusement depuis un certain nombre de mois. Ce qu'on a vu, et alors là je l'ai pratiqué puisque j'étais à la tête des RH d'Orange à ce moment-là, c'est que en période de crise, on a pu mobiliser, parce que justement instance structurée, interlocuteur défini, immédiatement le dialogue social, les CSE sur le sujet. Et du coup, d'une fréquence de réunions qui était mensuelle, c'est-à-dire légale, entre guillemets, c'est pour ça que je dis il y a le légal, et puis il y a l'extra-légal, et voilà, il y a la pratique et l'intelligence de la situation. Face à la gravité de cette situation, on a mobilisé les interlocuteurs du CSE avec des réunions dont on a changé complètement la fréquence, qui étaient des réunions en même temps, on dirait dans le jargon aujourd'hui, plus agiles, vous voyez, plus agiles, parce que plus réactives, un tout petit peu moins de formalisme, parce que délai de réaction et de réactivité, on travaillait dans l'urgence. Et donc, on est passé à une fréquence hebdomadaire, et parfois même au tout début, on a fait des points téléphoniques très courts, journaliers, au tout début de la crise, tellement le bouleversement, voilà. Donc c'était un flash d'une demi-heure, si vous voulez, où tout le monde se connectait, tous les élus du CSE pouvaient se connecter, et on faisait de l'apport d'informations pour qu'eux-mêmes puissent ensuite relayer auprès des salariés les mesures quasi en temps réel que l'on était amené à prendre. Donc, je crois que, et on revient sur le sujet de instances et interlocuteurs identifiés, on voit bien qu'en période de crise, c'est absolument fondamental, parce que ça permet de mobiliser tout de suite les acteurs et d'être en relais le plus efficace possible auprès de l'ensemble des salariés. Voilà. C'est important parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on a une logique un peu techniciste de l'affaire et l'abandon des logiques où on fait confiance à l'intelligence, on ne voit pas le CSE comme étant un relais, mais surtout quelqu'un qui est un empêcheur de tourner en rond. Marianne, vous avez une question? Oui, tout à fait, Jean-René. Alors, on me demande si le projet d'établissement, dans la mesure où il est déjà travaillé en conseil d'établissement, est-ce que le réétudier ou le réévoquer en CSE, est-ce que ça ne fait pas doublon finalement?
Alors, je ne connais pas la configuration de votre conseil d'établissement, mais le CSE, de toute façon, dans ses prérogatives, il a une consultation obligatoire qui s'appelle la consultation sur les orientations stratégiques. Le projet d'établissement, me semble-t-il, je n'en ai pas lu, hein, mais il doit vraisemblablement être très proche de ce qu'on appelle des orientations stratégiques, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Oui et non, mais on est dans le même, on est dans le Voilà. même esprit. Alors moi non plus, je suis pas spécialiste de cela, parce que là, on est dans des logiques institutionnelles qui me sont un peu étrangères. Pour rebondir sur votre propos et sur la question n'est pas d'élaborer le projet Et voilà. par le CSE, c'est ce que le CSE puisse donner son avis et réinterroger le projet. C'est pas exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire que le projet, c'est le chef d'établissement qui le porte. Et donc, effectivement, il y a dans l'institution des modalités de présentation, d'élaboration du projet, etc. Mais le CSE n'a pas cette mission d'élaboration du projet, mais de réinterroger le procès au regard des missions qui sont les siennes, voilà, de présentation, enfin d'expression collective des salariés, dans des logiques de gestion, d'évolution économique, financière de l'entreprise. Alors chez nous, la finance, c'est pas tout à fait le cœur du propos, et d'organisation du travail, la formation, voire même de pérennité de la structure. Donc c'est en cela qu'il faut. C'est ça, c'est challenger. Et le CSE ne tient pas la plume, clairement, mais le CSE est là, effectivement, pour interroger, interpeller et apporter aussi, et on insiste parce que le CSE, c'est la voix des salariés, hein, donc c'est la représentation des salariés. Donc il est là aussi pour faire remonter un peu en écho, si je puis dire, par rapport à des orientations qui vont figurer dans le projet d'établissement, eh bien remonter les réactions, les écueils, voilà, pour que, au fond, on puisse anticiper par la prise de mesures dites correctives, quelque part, ce projet d'établissement, me semble-t-il. Et encore une fois, sur les missions qui sont les siennes. Le CSE n'est pas omnipotent et n'a pas de raison à intervenir sur des logiques pédagogiques, pastorales ou je ne sais quoi. C'est l'organisation du travail et sur les conditions de travail, pour faire simple, et la gestion de l'entreprise. L'acquisition immobilière, le développement, etc., n'est vu par le CSE que par le biais de l'organisation du travail, mais pas du tout sur l'opportunité de développer, d'avoir un projet immobilier, par exemple. Bon, est-ce que Thomas, sauf si Marianne, vous avez une autre question dans cette tonalité? Non, merci. Thomas, peut-être pour rebondir sur les propos de Valérie sur les moments de crise, on a une vidéo qui a été réalisée par Vivien Joby, qui est président du SNEL et qui est chef d'établissement d'un ensemble scolaire à Saint-Malo. Et on lui a demandé de faire un retour d'expérience, savoir comment il avait vécu, lui, et les membres du CSE de l'ensemble scolaire qu'il dirige pendant cette période Covid, et vous verrez un retour d'expérience assez riche avec plusieurs acteurs qui prennent la parole. Merci Thomas. Chef d'établissement du lycée Institution La Providence à Saint-Malo et également coordinateur de l'ensemble de l'AMLEC. C'est un ensemble qui est composé de 3 lycées, un ensemble lycéen polyvalent, lycée d'enseignement général, technologique, professionnel et post-baccalauréat qui réunit environ 1800 élèves. Alors nous avons un CSE composé de 7 titulaires et 7 suppléants. C'est une équipe qui a été élue en mars 2019 et qui est une équipe relativement stable par rapport à la DUP précédente.
pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pourquoi avoir proposé de mettre en place des visios hebdomadaires pour le CSE? Écoutez, c'est très simple, hein. Le 12 mars, je crois, le président de la République annonce que les écoles, les collèges, les lycées seraient fermés jusqu'à nouvel ordre. Donc nous, ça nous laisse le vendredi 13 mars pour prévenir l'ensemble des collègues qu'il va falloir mettre en place un fonctionnement à distance à partir du lundi suivant. On est pris de court, on fait comme tout le monde, on se dit qu'on va voir ce que ça va donner lundi. C'est difficile, on apprend que des collègues patinent, d'autres s'en sortent plutôt bien, certains utilisent des outils numériques qui fonctionnent, d'autres qui dysfonctionnent, comme par exemple ma classe à la maison pour les enseignants, où pour les premiers jours, le flux était tel que l'outil est complètement saturé, que ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a des échos qui arrivent d'un petit peu partout en disant j'ai réussi, j'y arrive pas, c'est pas si facile que ça. À partir du moment où les gens commencent à nous remonter, qu'ils ont des difficultés, on a deux choix. Soit on ouvre un grand cahier de doléances où tout le monde s'exprime, et là on a quand même un peu plus de 180 personnels, hein, enseignants et non enseignants. Soit on se dit on fait plutôt ce qu'on a l'habitude de faire par délégation, et donc on va s'adresser aux représentants des personnels, au CSE, en leur demandant d'aller sonder les collègues et puis d'essayer de faire un inventaire des typologies de difficultés que les gens connaissent. Ça va avoir aussi un autre intérêt, ça va être d'accompagner les gens plutôt sur la dimension relationnelle. Est-ce que vous vivez bien la situation? Est-ce que vous n'êtes pas en souffrance? Est-ce que vous n'êtes pas isolé? Et ça sera vraiment extrêmement aussi apprécié par les personnels. Alors, est-ce que c'était justifié de faire une visio toutes les semaines? Est-ce que c'était pas trop? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, franchement, c'était pas trop, hein. Le temps qu'on ait toutes les remontées et qu'on puisse essayer de trouver des solutions appropriées, franchement, pendant un petit mois, on n'a pas chômé. On se réunissait en visio une fois par semaine, c'était souvent le mercredi dans mes souvenirs. C'était un bon rythme parce que l'actualité était brûlante, changeait souvent. Et moi, en tant que secrétaire, j'écrivais des comptes rendus qui parfois devenaient obsolètes la semaine suivante. On fonctionnait avec une salle des profs virtuelle, là sur la plateforme sur laquelle on donnait nos cours. Donc effectivement, j'avertissais tout le monde que le CSE se réunissait à telle date donnée et que si des personnes avaient besoin d'informations ou se posaient des questions, j'étais là pour les transmettre. On faisait le retour de nos collègues de travail qui, eux, étaient isolés, seuls chez eux. C'était très compliqué pour ces personnes. Et donc, le fait de prendre contact avec eux leur permettait d'avoir un peu un visuel sur l'extérieur, avoir des nouvelles de la vie au lycée, de la vie à l'extérieur aussi, d'avoir les informations qu'on leur donnait régulièrement, de prendre des nouvelles de ce qu'ils vivaient, savoir leur ressenti. Parfois même, on devenait un peu aussi une personne de confiance à qui ils se dévoilaient un peu sur leur mal-être, le fait de se sentir isolé pour certains parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils vivaient seuls. Quelques collègues à la rentrée m'ont dit que c'était important pour eux que le CSE se réunissait toutes les semaines. Ça permettait de montrer que le lycée continuait à fonctionner, qu'il y avait une vie derrière l'écran, non pas en réel. Le rapport qu'on avait, qu'on leur retournait, était important pour eux. Et ça, je pense que ça fait partie de la tâche du CSE, de prendre contact avec tous nos collègues, et aussi bien pour l'écoute que pour les informer. J'abordais ces rencontres comme une petite pause dans mon train-train de mes cours que je faisais au quotidien en visio. Donc la petite pause, la petite récréation de la semaine, c'était de revoir tous les membres du CSE pour faire le point sur nos conditions de travail à chacun, autant enseignants que personnel OGEC, et puis se donner un peu de visibilité sur les jours et les semaines qui venaient.
À titre perso, ça a été difficile comme tout le monde à la maison, puisque j'avais des enfants, bien sûr, qui monopolisaient la bande passante pour ce qui était de leur scolarité à distance. Et puis j'ai une femme qui est enseignante, donc évidemment, là, ça a été un peu la guerre de la bande passante, je dirais. Le fait de voir chacun dans son univers privé nous a permis d'avoir quelques petites anecdotes dans le sens où pendant la réunion, on voyait un chat passer devant l'écran, certains avaient les enfants qui arrivaient avec une demande, et puis aussi une collègue qui nous a beaucoup fait sourire, qui, elle, n'ayant pas de connexion, était obligée de se mettre dans sa salle de bain. Donc, elle passait toute la réunion dans sa salle de bain pour pouvoir avoir de la connexion. Et ça, j'avoue que ça nous détendait beaucoup et ça nous a fait bien rire. Personnellement, c'était important de créer du lien social entre tous les membres du CSE, de retrouver un petit peu la vie d'avant, même si c'était derrière un écran. Mais au moins, dans notre vie quotidienne où nos contacts étaient très limités, ça permettait de recréer ce lien. Je pense aussi qu'au niveau du CSE, ça a été quelque chose d'extrêmement structurant et qu'on en est ressorti plus unis pour la cause commune qu'est le bon fonctionnement de l'ensemble Lamennais. Très bien. Ben, un beau retour d'expérience, je trouve, sur ça dépasse la commande. On a là une expression d'un chef d'établissement qui nous dit que c'était violent. Qu'à titre perso, ça a été aussi compliqué, je crois qu'on l'a tous vécu, et un secrétaire de CSE très dynamique, c'est ouvert sur les pratiques qu'il faisait, et un membre de CSE qui a fait le relais dont vous parliez, sur les questionnements, sur la solitude, on a insisté là-dessus, et une conclusion, ma foi, très positive, parce que des crises, on s'en sort, on sort meilleur, et très structurant, et ce que Vivien Joby nous dit à la fin, plus uni pour la cause commune. Donc là, on fait... Là, on a une très belle démonstration, je trouve, et merci pour cette vidéo, et son authenticité aussi. Oui. On sent que les différents acteurs sont pleinement investis dans leurs missions respectives, et je crois qu'ils ont pris le sujet de manière extrêmement intelligente, et qu'on est là au cœur du rôle et de la mission de part et d'autre de membres de CSE, tant au niveau effectivement de la direction que des membres du CSE. Et je trouve que voilà, cette approche très concrète, pragmatique, on parlait d'intelligence de situation tout à l'heure, ça en est une très belle illustration. Très bien. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est bien, on est cohérent quand on félicite, il faut toujours se féliciter d'être cohérent. Donc on est cohérent entre ce qu'on avait promis, ce qu'on a dit, ce retour d'expérience. Il y a quelque chose qui revient sans cesse dans votre propos, dans votre vocabulaire, c'est l'intelligence. Vous avez dit en gros... Enfin, si je reformule vos propos. Donc, vous avez fait une petite incise sur le droit, etc. Et en gros, vous nous dites faites confiance à votre intelligence. Et c'est ce que vous a dit le DRH qui vous a embauché. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Fais-toi confiance, quoi. Hein, et on sent que c'est quelque chose qui est au cœur même de votre expérience. Oui, et ça c'est très important parce que en préambule tout à l'heure, je disais pas de certitude. Ouais. Des convictions, ça c'est important parce que ça pose aussi le cadre général de fonctionnement et dans ces convictions il peut y avoir des valeurs aussi, des postures, des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on ne peut pas accepter. On y reviendra peut-être tout à l'heure de façon très concrète dans les réunions. Et puis l'intelligence de situation, d'abord, ça permet aussi de s'adapter au contexte. Voilà. Je peux avoir une vision à un instant donné d'une situation qui ne sera pas, et ce qu'on vient d'entendre l'illustre parfaitement, qui ne sera pas la même dans une semaine, dans un mois, et parce que je suis en ouverture, je suis capable, de manière intelligente, concrète, pragmatique, d'aborder ces évolutions de situation. Donc l'intelligence de situation, c'est effectivement très important parce que ça permet d'être agile, d'évoluer, de s'adapter
voilà, dans un contexte dont on sait tous que tout se transforme vite, tout va très vite. Oui, donc ça c'est effectivement pour moi très important. Et donc de l'écoute, et donc la co-construction, etc., enfin, ce dont vous parlez tout à l'heure. Vous avez parlé aussi, je rebondis sur votre vocabulaire, hein, vous parlez de valeurs, de vertus. On sent qu'il y a l'intelligence, et l'intelligence qui s'appuie sur des vertus, voire vers des engagements forts et puissants qui permettent un dialogue social de qualité. Bah, c'est essentiel, c'est-à-dire que d'abord, je crois que le prérequis, c'est le respect de l'autre. Alors vous allez dire, c'est banal ce que je dis, mais quand même, le respect de l'autre, c'est en dialogue social, ça a l'air, c'est pas aussi simple que ça, parce que de manière, et sans faire de caricature, j'espère, mais on est en général pas toujours d'accord. Voire, moi j'ai connu des environnements où on n'était jamais d'accord. Hein. Et du coup, si on n'a pas fondamentalement ancré en soi le fait de se dire que quels que soient les avis, les positions des personnes, même si je suis jamais d'accord, je respecte l'autre, voilà, il faut se le rappeler, quoi. Et c'est pas un truc aussi spontané que ça en matière de dialogue social. Voilà. C'est quoi? C'est un mantra matinal non. Pour les hommes qui se rasent, c'est je dois respecter l'autre. C'est-à-dire que ça va être plus compliqué. Non, c'est le fait de dire, je pense, et d'y être animé, et je dirais plus largement quand on est dans les métiers de RH, mais quand on fait de l'enseignement, c'est pareil, c'est de se dire toujours que l'autre va nous apporter quelque chose. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Moi, je vais vous dire, j'ai fait beaucoup de recrutement à un moment donné aussi dans ma fonction. Bah, vous recevez parfois 5 candidats, il y en a qu'un que vous allez retenir, et puis les 4 autres, vous dites, il faut quand même que je les reçoive. Bon, a priori, voilà, ils poussent la porte, vous dites, j'ai perdu mon temps. Bah, non, si vous travaillez comme ça en matière de recrutement, là, vous n'aurez jamais les bons candidats. Il faut être ouvert à ce que va vous dire l'autre, et de se dire que vous allez forcément apprendre quelque chose. Et ça, c'est le début du respect. Voilà. Donc ça, moi, c'est fondamentalement ancré en moi. Je rentre dans une salle, je rentre dans un CSE, je suis à la table de négociation, je vais entendre des tas de choses, peut-être qu'il y en a 5% sur lesquelles je serai d'accord, mais c'est important que j'entende cette expression et je respecte la personne qui le dit. Donc c'est écouter, c'est pas couper la parole. Alors, sur un plan ultra pratique, voilà. Parce qu'on s'est dit aussi qu'on se donnait un peu de... Alors moi, je ne vais pas me permettre de donner de conseils, je vais vous partager l'expérience. Voilà. Donc, évidemment, il ne faut pas couper la parole. En même temps, on le sait tous, hein, on peut être aussi confronté dans la vraie vie à des gens qui ont le monopole de la parole, c'est-à-dire qui s'engagent dans des espèces de logorrhées verbales, au détriment d'ailleurs de la prise de parole d'autres, et qui du coup nuit à, quelque part, la diversité des débats. Ça, quand on préside un CSE, c'est votre rôle, voilà, d'assurer ce qu'on appelle dans le jargon la police des débats. La police des débats, c'est très important. C'est à vous de vous assurer que tout le monde peut prendre la parole, qu'il n'y en a pas un qui monopolise à l'envi, parfois à la fin, pour dire finalement grand-chose sur le fond d'intéressant, voire pour partir parfois dans des sujets... Mais je veux dire, ça peut parfois, moi ça m'est arrivé aussi, côté de direction, où je faisais venir un expert pour présenter un sujet et qui n'avait pas, je dirais, de maîtrise de prise de parole à l'oral et qui du coup partait sur des digressions. Voilà. Donc là-dessus, évidemment, respect, police des débats, très important. Et la police des débats, c'est pas seulement de s'assurer que tout le monde, voilà, c'est aussi de s'assurer, alors après on reparlera peut-être aussi d'élaboration, de l'ordre du jour, comment on travaille, voilà, mais c'est aussi de s'assurer que la tonalité générale des débats ne part pas, pardonnez-moi l'expression, en vrille. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se dire beaucoup de choses, de manière, je dirais, polie, respectueuse, constructive, avec une tonalité de voix qui ne soit pas, voilà, qui ne partent pas dans les tours, comme on dit dans le, voilà, et avec un vocabulaire adapté, je dirais, au code de la route de la vie en collectivité. Voilà. Oui, vous nous dites qu'en gros, l'insulte n'est peut-être pas forcément le meilleur vecteur de communication. Il en voulait lyrique. Ça, c'est moins sûr. Oui. Mais petite expérience sur des propos un peu extrêmes, outranciers, impolis, que faites-vous? Alors, moi, j'ai vécu cette expérience de manière extrêmement concrète, où à un moment, pour moi, je parlais tout à l'heure du cadre, et des valeurs, pour moi, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est l'attaque des personnes. Voilà. Alors ça, je ne discute même pas, si vous voulez. Donc, dès lors qu'on peut tout dire sur un sujet,
un projet, donc on est centré sur notre point à l'heure du jour, mais dès lors que ça dérive sur l'attaque des personnes, là, moi, j'interromps immédiatement, mais immédiatement. Alors moi, c'est peut-être pas le cas dans vos CSE, mais j'avais un enregistrement des séances pour assurer le PV, et donc je demandais à la sténotypiste de couper l'enregistrement. Dès lors qu'il n'y a plus d'enregistrement, il n'y a plus de PV. Donc ça ne sert à rien, si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc je suis arrivée 2 fois, dans toute ma carrière en 13 ans, hein, c'est pas beaucoup, à couper l'enregistrement. Et comme les choses ne se calmaient pas, parce qu'en général, c'est un peu le cirque, voilà, et pour qu'on ait un interlocuteur un peu tonique, et voilà. Alors à ce moment-là, moi ce que je pratique, c'est que je fais une suspension de séance à l'initiative du président ou de la direction. Parce qu'il faut faire retomber la tension. Et ça ne sert à rien de continuer parce que de toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Donc, suspension de séance, un quart d'heure, une demi-heure. En général, à ce moment-là, je demandais au secrétaire de venir me voir, qui est mon interlocuteur phare, on va peut-être y revenir, mais qui est mon interlocuteur référent pivot, en lui disant, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous allez voir, le secrétaire fait l'interface, entre guillemets, voilà, vous allez voir votre collègue qui s'exprime comme ça, vous le raisonnez, et vous revenez me voir quand on est en capacité de reprendre sereinement la réunion. On a toujours repris. Parce qu'au fond, ça s'autorégule, cette affaire-là. Hein. Oui, c'est le collectif sert aussi à faire baisser la tension, voilà. Quitte d'ailleurs, j'en finirai là, par essayer d'identifier l'irritant, au-delà de l'expression qui était sur une personne, donc qui avait manifestement, je dirais qu'elle est totalement déviée, mais d'aller chercher derrière ça le vrai irritant et de regarder comment on peut traiter le vrai irritant. Sujet. Voilà. Merci, je crois qu'on a tous connu ça, mais même en négociation de branche, c'est pas notre quotidien, mais il y a tout ce que vous nous dites, et je pense que les négociateurs de branche s'y retrouveront. Donc, on est sur... il y a Marianne qui a une question. Oui, j'avais une question. Alors, finalement, de ce que vous êtes en train de nous dire, je comprends que finalement, pour animer un CSE, ça requiert un minimum de maturité dans le dialogue social. Comment fait-on, notamment je parle pour les chefs d'établissement, comment faire pour avoir ce niveau de maturité du dialogue social de la part de l'ensemble des membres du CSE quand on estime que c'est pas encore ça, c'est pas encore tout à fait fait. C'est intéressant cette question. Et je vais rassurer l'interlocuteur qui l'a posé, c'est une question qu'on se pose un peu en permanence, parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis. De surcroît, quand on a des nouvelles élections professionnelles, on peut avoir une évolution de la délégation. Et donc, ça, c'est une construction un peu permanente. Alors, d'abord, moi, je crois beaucoup au travail avec le secrétaire. Encore une fois, on va peut-être y revenir. Et puis, je crois que c'est pas tant... Enfin, il y a le sujet de maturité du dialogue social. Je vais élargir un tout petit peu le champ. Je vais presque vous dire maturité de vie. Voilà. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas tant d'avoir beaucoup d'expérience, et on revient sur le propos technique versus, voilà, c'est pas tant d'avoir beaucoup d'expérience dans le dialogue social que d'avoir de l'expérience de vie sur la capacité à gérer la différence, à gérer la critique, à gérer un groupe. Hein. Quand on est enseignant, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mes parents étaient enseignants, combien de fois ils rentraient le soir en me disant « Attends, dans ma classe aujourd'hui, sur les 30 élèves, et tout le monde a connu ça, je suis bien certaine autour du micro, j'en ai 3, c'était infernal, quoi. Et du coup, c'est des nouveaux élèves, comment je vais les gérer ?» Bon, ça, c'est la vraie vie, c'est la même chose un peu en termes de dialogue social. Après, il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que moi, j'ai réussi à monter des groupes de travail, par exemple, sur un sujet donné. Reprenons notre exemple de tout à l'heure sur mon projet d'établissement. D'accord ? Encore une fois, ça n'est pas le CSE qui tient la plume, mais peut-être qu'avant de passer le sujet en CSE, pourquoi pas, je donne une piste, mais on peut faire un petit groupe de travail, donc ça, c'est pas une instance, il n'y a pas forcément de compte-rendu, c'est plus informel, paritaire, d'accord ? Où on va décortiquer un peu le projet d'établissement pour au moins en partager la lecture. Voilà. On a un projet, on parlait tout à l'heure d'immobilier, même si ce n'est pas le CSE qui va décider de l'investissement dans un nouveau bâtiment. Mais en tous les cas, c'est un projet, l'immobilier, c'est un projet très structurant parce qu'on va tous vivre dans un endroit nouveau. Donc c'est un projet qui doit fédérer.
qui rassemble et qui concerne tout le monde. C'est intéressant d'avoir des projets comme ça à traiter en dialogue social. Eh bien, pourquoi pas, en amont de l'instance un peu plus formelle, déjà un peu décortiquer le sujet, ça permet toujours de faire baisser la tension pour partager de manière concrète les petits sujets qui vont être compliqués, les irritants. Pourquoi pas aussi faire des formations communes? Des formations communes, prise de parole, gestion de projet au sens étude d'un dossier, comment gérer les conflits, voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut envisager, de petites choses pratiques, et qui peuvent être facilement mises en place. Sur les sujets de prévention des risques que vous avez évoqués ce matin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Moi, j'ai monté des formations où on allait, par exemple, sur le sujet du DUER, sur le sujet du stress au travail, sur le sujet, voilà, ce sont des sujets où, au fond, il est intéressant de partager l'approche. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, et c'est, encore une fois, pas forcément un sujet d'antériorité dans la pratique du dialogue social. C'est un sujet aussi de bon sens de la situation. Ouais, encore une fois, faire confiance à son bon sens et à son intelligence. Et après, il y a de la technique. Et comme toute technique, elle doit être aussi, grâce à la formation, des intéressant, des investissements émotifs aussi, ou émotionnels, je ne sais pas quel est le terme, des techniques pas de négociation, mais peut-être d'organisation de la collectivité, notamment pour les chefs d'établissement qui prennent leur mission, peut-être revenir sur les points de consensus, les points essentiels, revenir sur ce qui nous unit plutôt que cristalliser ce qui nous désunit. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, et comment et pas opposer parfois. Ça, c'est ce qu'on dit souvent en formation au CSE, et Marianne en a animé une il y a peu de temps. Difficile d'opposer la raison et l'émotion. Oui, bien sûr. Il faut à un moment aussi lâcher un peu l'expression pour revenir à l'essentiel. Donc on a vu écoute, respect, ce qui est un peu lié. Il y a deux choses que j'aimerais évoquer pour terminer cette partie, pour partir après vers quelque chose d'un peu plus opérationnel, parce que je pense que c'est ce qui est attendu. Vous avez parlé d'engagement et de transparence à un moment. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose pour partir vers le comment faire sur ces termes-là. L'engagement, il est conditionné au fait d'avoir une vision claire d'où on va. Oui. Donc on parlait tout à l'heure du cap, de la vision, du projet. C'est un minimum pour effectivement motiver. Et quand j'ai des gens motivés, ces gens sont engagés, je veux dire. Donc pour moi, ça part en termes de prérequis sur, en effet, la clarté dans le dialogue. Voilà. Et la clarté de où on va. Et donc la transparence, alors parfois on ne peut pas tout dire. Ne pas tout dire n'est pas mentir, si je puis me permettre. Parce qu'il y a des maturités de projet qui font qu'à des moments donnés, on commence à partager de l'information, mais on ne peut pas tout partager non plus. Parce que peut-être on en a à peine connaissance, ou pas suffisamment connaissance pour être en capacité de délivrer un message clair, une information complète, etc. Donc la transparence, c'est de se dire aussi, d'être capable de dire à nos élus, et là je vais peut-être en choquer un, j'ai le droit de dire que je ne sais pas. On le sait tous, nos configurations aujourd'hui, c'est complexe. Nos métiers sont complexes, président CSE, c'est complexe parce qu'il faudrait qu'on sache tout en matière de prévention des risques, de conditions de travail. Ça va sur des détails matériels extrêmes, voilà, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on a le droit de ne pas tout savoir. Et ça, la transparence, moi, ça m'est arrivé, je peux vous dire, très souvent, de dire à côté, là, vous me posez la question, je ne sais pas. En revanche, et on parlait d'engagement, je m'engage. Et vous aurez une réponse sous une semaine. Et sous la semaine, vous donnez la réponse. Parce que ça, c'est la crédibilité. Et la crédibilité, c'est la base de la confiance. Sur tout sujet, là-dessus, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous avez pratiqué cela sur des questions très techniques, des questions. En général, c'est plutôt sur des sujets. En général, c'est des sujets techniques. D'accord. Voilà. Après, sur les sujets plus macro, je dirais, de grandes orientations, vous êtes quand même censé avoir un peu préparé vos sujets. Oui. Donc, là où on vient, moi, en tous les cas, souvent, entre guillemets, vous titiller, je veux dire, ça va être sur un point de détail ou sur une situation parfois individuelle ou sur, et là-bas, 1800 élèves sur l'exemple de Saint-Malo.
un directeur d'établissement, il ne connaît pas forcément voilà, le parcours des 1800 élèves de manière détaillée. On a le droit de ne pas savoir. C'est très important ce que vous nous dites, parce qu'on a des interlocuteurs au CSE sont essentiellement des enseignants, ou en tout cas dans un établissement d'enseignement ou de formation. Et traditionnellement, les enseignants et les chefs d'établissement n'ont pas le droit de dire qu'ils ne savent pas, puisque c'est un sachant. Donc culturellement, c'est pas évident. Je comprends. Philosophiquement, il y a un bouleversement de la pratique traditionnelle. Parce qu'on ne peut pas, on n'attend pas du chef d'établissement qu'il dise je ne sais pas. Mais donc il faut qu'il s'octroie le droit de dire je ne sais pas. Vraiment, sentez-vous libre. Moi je vous dis, je l'ai pratiqué. Alors, voilà. À bon escient, et d'ailleurs, la force de la réponse dans le temps donné est décuplée. Oui. Et le respect de l'engagement. Alors après, on a quand même, bon, toujours dans l'impertinence, et on est le fruit de ses expériences, hein, juriste en droit social, dans une fédération patronale, donc voilà, on a quand même des questions un peu farfelues qui nous obligent à chercher la preuve négative. Qui s'appelle en droit la preuve diabolique, du genre, alors pour paraphraser Marianne Barnes ici présente, le mardi, on m'a dit que le mardi il fallait servir des huîtres creuses à la cantine, ou que les toilettes devaient être peintes en jaune poussin. Oui. Alors qu'est-ce que je dis Ah ben moi je retourne complètement la question. On m'a dit, donc c'est votre interprétation, en fait. Voilà, c'est une interprétation, j'entends. Donc j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Tant que c'est pas à peu près prouvé. En revanche, on peut avancer sur la référence. Si vous me dites, je vous communique le document qui dit que le mardi on mange des huîtres, pour reprendre votre exemple, voilà, et que derrière vous me posez une question, parce que là, en tous les cas, là il y a une affirmation qui est posée, mais ok, donc acte, mais encore. À ce moment-là, si la question effectivement est recevable et pertinente, je regarde. Mais sur des allégations quelque part, parce que c'est un peu ça, sur les allégations, j'ai pas de commentaire à faire. Alors, un petit hommage à un professeur d'histoire géo de Montluçon, l'institution Saint-Joseph, qui s'appelle Jean Geneste, qui m'a appris que toute affirmation sans preuve est égale à 0. C'est ça, exactement. C'est en troisième. Oui. J'adhère. On ne guérit pas de son enfance, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Marianne? Comment je m'assure de la représentativité des questions posées finalement au CSE? Alors, c'est une bonne question, mais je n'ai pas à m'assurer de la représentativité des questions posées au CSE. Donc, ça va libérer. Là, j'espère que la personne qui a posé la question va se sentir allégée, c'est ça? Pas sûr, à mon avis, pas sûr. Mais... Ce n'est pas à moi de m'assurer de la représentativité. Elle est légitime parce qu'elle est posée en CSE, parce que ça s'appelle la démocratie sociale aussi. En revanche, c'est très bien d'avoir posé cette question. Personnellement, dans ma pratique de CSE, après chacun fait sa configuration, moi j'aime bien m'assurer quand j'ai un dossier que je mets en consultation, hein, pas forcément sur les points d'information, je dirais plus mineurs entre guillemets, mais par exemple, je ne parle pas des consultations obligatoires, mais j'ai un projet, je dirais, qui est un peu structurant, qui impacte mon établissement ponctuel, voilà. J'aime quand même souvent m'assurer que est-ce que tout le monde a bien, est-ce que tout le monde s'est bien exprimé, ou est-ce qu'il y a encore des questions à poser. Et je le fais en général 1, 2, 3 fois. Bon, 3 fois, j'estime que j'ai été très généreuse, voilà. Et j'arrête. Ce qui permet, du coup, de manière indirecte, quelque part, de répondre à cette interrogation et de me dire, bah, si voilà, tout le monde ne s'est pas exprimé, c'est qu'il n'y avait pas d'autres questions. Mais moi, j'ai fait le job d'aller chercher. Mais en tous les cas, je n'ai pas à m'assurer de ça. Après, en tout cas, il y a peut-être une question aussi, peut-être aller un peu plus profondément sur la situation, voir la volumétrie de la question. Est-ce que c'est une question réelle ou présupposée ou imaginant un avenir qui est totalement putatif? Donc c'est peut-être ça aussi, de peut-être reformuler les questions pour s'interroger sur la représentativité, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas une représentation d'une situation, d'une question partagée dans l'entreprise. Ça tombe bien, Jean-René, puisqu'on a une... C'est un métier, hein, Marianne. C'est un métier, je suis vraiment ébahie. Par rapport à l'ordre du jour, les questions posées par les salariés doivent-elles être retravaillées par les élus CSE, reformulées? Donc des questions posées par les salariés, très bien. On va en parler dans l'ordre du jour. C'est formidable parce que c'est effectivement là où on voulait arriver. Sur le côté, là il nous reste une grosse demi-heure sur le côté plus opérationnel, comme vous l'avez dit. Donc
Avant, je vais appeler ma femme quand même, parce que je vais vous la passer, parce que vous m'avez dit ne pas tout dire n'est pas mentir, et donc j'aimerais bien l'ordre du jour. Vous disiez en gros, bon, là, sur la logique posturale, police de l'instance, vous l'avez évoqué, donc tout ce qui est pendant, on a déjà une vision. Moi, j'ai l'impression que vous nous avez dit, relation au secrétaire, très importante, et le avant, c'est une phase essentielle. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Le avant, il est très essentiel parce que quand on l'a bien travaillé, ça se passe bien en séance. Sauf grosse surprise, en tous les cas, ça se passe le mieux possible en séance. Alors, en amont, il y a 2 points peut-être qu'on peut partager avec nos auditeurs. En amont, il y a en effet le travail avec le secrétaire. Je dis la secrétaire, évidemment, oui, ça sans dire. Pourquoi il est très important? Parce que ce secrétaire, finalement, c'est notre interlocuteur un peu du quotidien. Donc, la relation avec lui, elle est essentielle. Alors, elle va avoir un côté tout à fait formel, je dirais, de moment sacralisé, pour reprendre mon expression tout à l'heure. Ça va être au moment de l'établissement de l'ordre du jour, puisque c'est avec le secrétaire qu'on va arrêter l'ordre du jour. Vous savez qu'il faut qu'on s'entende avec le secrétaire. Donc, le secrétaire va venir avec des points à inscrire à l'ordre du jour. Vous-même, en tant que président de CSE, vous allez avoir aussi des points à inscrire à l'ordre du jour. Et ce temps, il est très important parce que il faut, je dirais, que les 2 sujets fonctionnent. Parfois, d'ailleurs, on se rend compte qu'on a convergence de points sur un certain nombre d'items. Donc, c'était important. Si j'écris un intitulé ou quand je le lis, je ne comprends pas ce qu'on va traiter, ça va être compliqué. Hein. Donc, ouais, ça m'est arrivé une fois où on est venu avec un intitulé, c'était un sigle. J'avais un sigle. Alors, je ne savais absolument pas ce que voulait. Alors, si moi je me pose la question, qu'est-ce que ça va être pour tous les salariés? Donc, il faut que le secrétaire, et moi je fais la même chose sur les points que je souhaite inscrire, soit capable, au-delà de l'intitulé proposé, de me développer un tout petit peu ce qu'il y a comme contenu derrière. Et ensemble, on rédige le point qu'on va mettre à l'ordre du jour. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà. Et ensuite, d'abord parce que ça me permet aussi de regarder pour les points que je vais découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et ensuite, sur cet ordre du jour, après petit truc pratique et chacun fera comme il l'entend, moi, j'essaie un peu de classer les sujets en mettant d'abord donc les sujets de consultation en général, qui sont des sujets de fond sur lesquels on va passer plus de temps, et puis des points plus informels, entre guillemets, qui sont des points d'information. Je ne mets personnellement jamais de points divers. D'accord. C'est-à-dire jamais le dernier point où je mets point divers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un point d'ordre du jour. Je veux dire, c'est contraire à tout ce que je viens de vous dire préalablement. Et là, le point divers, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que on va avoir tout et rien, c'est pas préparé, c'est pas structuré. Donc du coup, on est dans un débat qui part dans tous les sens. Et c'est plus de l'expression et du relais, c'est quelque chose qui n'est absolument plus maîtrisé. Donc moi, jamais cette mention de point divers. Personnellement, jamais. Voilà. Et puis la dernière chose que j'essaie de faire avec ma secrétaire, c'est d'essayer de donner une indication de timing. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors après, ça n'a qu'une valeur, je dirais, indicative. Oui. Mais ça permet de voir comment j'équilibre ma séance. Parce que si j'ai une journée, une demi-journée ou 2 heures, c'est pas la même chose. Si j'ai un très gros sujet très important, il faut laisser l'expression au débat. Hein. Donc l'idée d'un timing indicatif, qu'on garde après pour soi, hein. D'ailleurs, il n'est pas communiqué sur l'ordre du jour. Enfin, moi, je le communiquais pas. Ça n'est pas du tout de phagocyter le débat en séance, hein, mais c'est simplement d'avoir un débat en séance qui soit efficace, constructif, et puis qu'on soit capable après, peut-être d'arbitrer aussi en séance avec le secrétaire en disant, bah, finalement, on a passé plus de temps sur ce point-là, si vous en êtes d'accord, au lieu de finir à midi, on finira peut-être à midi et demi, voilà. Donc d'avoir une fluidité ensuite en séance sur la façon dont on organise les choses. Donc ça, c'est le temps fort et le temps sacralisé avec le secrétaire. Il y a un deuxième sujet qui est très important en amont, c'est l'information et les dossiers que je vais préparer. L'écrit, c'est-à-dire la partie écrite. Moi, j'ai toujours une conviction là-dessus, qui se dit bien, s'écrit bien. Donc, à l'oral, voilà, on dit des choses. La vertu de l'écrit, c'est que ça reste, c'est une trace, ça doit être structuré. Les dossiers doivent être synthétiques, c'est-à-dire les pavés, personne ne les lit, c'est indigeste et on n'en retire pas l'essentiel.
Donc, moi, je forçais, entre guillemets, mes interlocuteurs qui étaient amenés à présenter un dossier, un projet, quel que soit, y compris sur les consultations récurrentes dans nos 3 blocs, à faire des dossiers qui soient avec les messages, les infos phares, synthétiques, quitte à faire des annexes, je veux dire, sur les recueils de données qui étaient importantes, etc. Maintenant, la BDES, on va peut-être y revenir, mais voilà, dossier synthétique, bien exprimé, bien écrit, et moi, j'avoue que je faisais une relecture en disant, est-ce qu'on a bien abordé tous les sujets? Est-ce qu'on répond bien potentiellement aux questions qui peuvent se poser? Voilà, donc ce travail en amont, qui est un travail de rigueur, qui est un travail de questionnement et parfois vraiment d'aiguillon, d'ailleurs, pour aller jusqu'à presque l'excellence, on va dire, il est essentiel parce que, du coup, ça veut dire qu'on enverra un dossier qui est complet, un dossier qui est structuré, un dossier qui est synthétique, et ça veut dire que nos interlocuteurs, quand ils le liront, ils en comprendront l'essentiel, et en séance, on se concentrera sur les questions. Voilà. Donc ça, l'écrit, il est pour moi extrêmement important, et c'est souvent assez chronophage, parce que tout le monde n'a pas une bonne maîtrise de la rédaction écrite. Voilà. Donc ce que je comprends, le temps de préparation est essentiel, mais aussi l'organisation de la réunion. Oui. Et la réunion, c'est l'échange. Et la réunion, alors, une fois qu'on est en réunion, ce qui est très important, moi j'ai toujours considéré que dès lors que j'avais envoyé mon ordre du jour dans les délais et mon dossier, en réunion, je ne représente pas tout le dossier. Oui. C'est-à-dire que l'intérêt d'envoyer à l'avance, c'est que chacun lise le dossier. Si j'utilise la moitié du temps de ma réunion à présenter les visuels, si je fais un PowerPoint ou le document Word, ou bref, même à l'oral, à relire le document que j'ai envoyé, ça ne sert à rien à ce moment-là d'envoyer un document. Donc moi, mon a priori, c'est que les gens, avant la réunion, ont lu le document. Je fais 10 à 15 minutes de synthèse, des messages clés, des enjeux, vraiment des éléments phares que j'ai envie qu'ils soient intégrés. J'explique que le reste est dans le dossier et je passe l'essentiel du temps consacré à l'échange, au questionnement, et ça sert à ça. Ça, c'est du dialogue social. Très bien. Donc, j'ai compris dans votre propos, ordre du jour, consultation lourde, qu'elle soit récurrente ou obligatoire, notamment dans des projets de réorganisation, des questions d'information, et quid du coup des questions qui seraient posées par les membres du CSE par les salariés en direct. Excusez-moi, je vais décider et je reviens dans 2 minutes. Oui. Je vous laisse. Je vous ralentis. Alors, sur les questions des salariés en direct, moi j'ai eu à gérer des CSE qui étaient de taille considérable, vous l'avez compris. Donc au fond, l'expression des salariés remontait parce que j'avais une organisation avec des représentants de proximité, ce que je pense peut-être n'avez-vous pas dans votre dialogue social. Donc, ces questions directes, elles remontaient aux représentants de proximité. Moi, j'ai toujours eu, et pour avoir présidé des délégations du personnel pendant des années, j'ai toujours observé que dans les réclamations qui me remontaient, dans le cadre des délégations du personnel ou de la DUP, oui. mais quelque part le CSE, voilà, on va dire que une large majorité, je vais dire ça comme ça, des réclamations qui remontaient, pour moi, relevaient d'un fonctionnement normal de l'entreprise entre le salarié, ses collègues, son manager. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions où finalement, elles remontent sous forme de réclamation parce que quelque part, il y a eu un dysfonctionnement dans le mode relationnel normal du collectif, on va dire, et de l'équipe. Voilà. Sur ces sujets de réclamation, autant il y en a quelques-uns qui du coup sont intéressantes en effet de faire remonter parce que derrière ça peut tirer un sujet de dysfonctionnement de procédure, de formation, voilà, mais l'essentiel n'est pas là. Et donc, juste à titre d'exemple, moi j'avais monté un système chez Orange, en fait où je donnais des délais, c'est-à-dire, d'ailleurs ça on l'a négocié dans le cadre d'un accord, mais où je disais, voilà, sur un périmètre dédié, votre interlocuteur, c'est le DRH quand il y en a un, ou le responsable RH de proximité, ou le manager. Et en fait, quand il y a une réclamation, on l'identifie, ce responsable,
Et tout salarié qui a une réclamation, eh bien, il s'adresse à ce responsable, et ce responsable, il a 10 jours pour répondre. Il accuse réception tout de suite, il a 10 jours pour répondre. Dans les 10 jours, et ça peut se faire à l'oral, il n'y a pas forcément un formalisme, comme on a le formalisme avec le registre, voilà. Ça peut se faire à l'oral. Si jamais dans les 10 jours, la réponse n'est pas faite, alors il y a un N+2, va-t-on dire, dans la hiérarchie, qui est indiqué, et c'est à lui, on repasse voilà, la question à ce N+2 qui a aussi 10 jours. Voilà. Donc ça veut dire qu'on donne une visibilité, sur l'accusé-réception, le délai de traitement, ce qui déjà permet en partie de commencer à faire dégonfler la tension, si je puis dire. Et à la fin, si jamais dans ce délai de 20 jours, on n'a pas trouvé, alors ça veut dire que ça relève d'un sujet structurel compliqué, complexe, qu'il faut porter au-dessus. Et là, en effet, c'est dans une prérogative d'instance. Voilà. Mais je pense que dans les réclamations, il faut faire ce travail de qu'est-ce qui relève du fonctionnement normal et qui doit être traité normalement. Moi, j'ai vu passer, mais je suis sûr que nos auditeurs, c'est la même chose, des tas de sujets de logistique courante, voilà, tout simplement parce que le patron, le responsable n'avait pas eu le temps de s'en occuper, on n'avait pas voulu s'en occuper. Bon, je dirais, une instance de CSE, elle est, enfin, me semble-t-il, n'est pas là pour traiter tout ce genre de petites situations du quotidien. Voilà. Qui peuvent être importantes, mais qui doivent être traitées en proximité. Qui doivent être traitées. Voilà. Donc ça fait écho à d'autres questions, et merci encore à Hervé Delagoutte et Sophie de Compiègne de nous avoir adressé quelques questions du groupe RH qu'ils animent en Ile-de-France. On a des questions qui tournent autour de cela, notamment sur le traitement des situations individuelles. On va revenir sur la rédaction de l'ordre du jour aussi, puisque vous avez évoqué un point qui mérite sans doute un retour. On a beaucoup de questions sur, sur le traitement des situations individuelles. Est-ce que le CSE, même dans sa partie DP, même plus de 50, il y a la partie DP qui doit être organisée. Est-ce que c'est... Vous nous dites quand même que c'est utile dès lors qu'il y a... ça révèle un dysfonctionnement un peu plus général qu'une situation individuelle. Bon, c'est ce que je comprends de votre propos. Oui. Alors là, le juriste va dire, oula, quand même, attention à pas pousser un peu à l'extrême, parce que là, on retire quand même une mission du CSE. Mais on a des questions qui vont encore plus loin que ça. C'est-à-dire que la situation individuelle, vous nous dites déjà, la situation individuelle, c'est pas forcément le lieu, mais on a des situations où les membres du CSE réclament la production de documents individuels, bulletin de salaire, contrat, fiche de classification, etc., etc. Donc, quelle est votre remarque sur là-dessus, c'est pas moi, là, ça va même pas être une remarque. Là, pour le coup, on va revenir au cadre légal. Oui. C'est-à-dire que il y a ce qui s'appelle RGPD, c'est-à-dire qu'on ne communique pas des informations confidentielles individuelles. Donc, sur les bulletins de salaire, c'est certainement pas à l'employeur d'aller communiquer le bulletin de salaire individuel d'une autre salariée au prétexte qu'un élu le demande. Si l'élu en a besoin, il va voir le salarié qui peut lui donner directement. Mais c'est certainement pas à moi d'aller communiquer, parce que l'élu le demande, le bulletin individuel de tel ou tel salarié. Ce salarié m'en ferait le reproche, il aurait tout à fait raison. C'est pas... Après, quand on est élu de CSE, on va avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, tout dépend, je dirais, de la nature de la demande et pourquoi l'élu fait cette demande. D'ailleurs, c'est intéressant de le questionner sur pourquoi est-ce qu'il fait cette demande. En tant qu'élu du CSE, on a accès à des tas de choses, des bilans, des sujets sur la rémunération, entre les femmes, entre les hommes, sur les différents grades. Donc, il y a tout ça, il y a une nomenclature d'informations à disposition. Et donc, il faut d'abord aller voir par rapport à l'objectif que suit l'élu, quelles sont les informations dont il dispose déjà, et est-ce que celles-ci peuvent répondre de manière plus macro à, effectivement, l'objectif qui s'assigne. Moi aussi, j'étais surpris depuis... Maintenant, je suis un vivier de l'enseignement catholique, mais ça, j'étais surpris, lorsque je suis arrivé, d'une demande récurrente, effectivement, de production de bulletins de salaire, qui me paraissent complètement folles. Donc, vous nous confirmez que moi, je votre expérience et c'est vrai que vous parlez en plus du RGPD, des données individuelles. Une question sur l'ordre du jour, et la précision de la question. Vous disiez, en gros, les questions peuvent être portées par les membres du CSE, par la voix du secrétaire, et donc besoin de rédaction. Par exemple, on me demande, CPF, abondement de formation.
Là, moi, je comprends par ma pratique ce que ça veut dire, c'est est-ce que l'employeur potentiellement peut abonder le CPF, ça doit être sûrement ça. Mais donc ça typiquement, moi je ne le prends pas en l'état parce que pour moi ça n'est pas lisible en l'état. Voilà. Donc où le sujet indique, c'est-à-dire que donc c'est projet d'abondement du CPF par l'employeur. Là déjà, on comprend déjà un peu plus, voilà. J'imagine que c'est ça, mais mettre deux mots comme ça, pour moi, ça n'est pas lisible. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est important de faire parler le secrétaire sur ce qu'il y a derrière, pour que conjointement, on arrive à avoir une reformulation qui corresponde à l'objet de la demande. Et permettre un temps de préparation en amont. Un temps de préparation. Pour traiter un sujet en efficacité et en intelligence le moment venu. Absolument. Parce que là, l'échange au regard de le temps qu'on comprenne déjà ce qu'il en est, alors les spécialistes peuvent comprendre, mais effectivement, le temps qu'on comprenne la question, on n'aura pas traité le fond. Et il faut expliquer au secrétaire d'ailleurs que c'est un souci d'efficacité collective. À la fois, évidemment, pour que, côté direction, on puisse préparer le sujet, mais que pour les élus du CSE, ils comprennent aussi et qu'ils puissent préparer leurs questions. C'est la même chose. Oui, en fait, je comprends de votre propos quand même un élément essentiel, c'est que le moment de réunion du CSE, elle doit être productive. Oui, bien sûr. C'est révolutionnaire. Donc productif, en respect aussi du mandat, en respect du pouvoir de direction et en respect du dialogue et de la mission. Hein, donc c'est ça. On ouvre des portes ouvertes. Exactement. Et merci en tout cas de vérifier qu'elles ne sont pas fermées. Donc de l'utilité de l'information, de l'échange et du débat, comme l'utilité de la consultation. Une autre question nous a un peu interrogé Marianne et moi. On nous demande si la consultation du CSE sur les comptes doit être faite avant l'Assemblée générale, c'est-à-dire avant ou après la validation des comptes par l'AG. L'intérêt, on prend 3 secondes de recul là. L'intérêt donc du bloc, de la consultation des comptes qui maintenant est impacté dans le bloc, des blocs de consultation générale, donc sur la situation économique et financière de l'entreprise. L'intérêt du débat sur les comptes et de la présentation des comptes, c'est qu'on discute sur des comptes, définitifs, ce qu'on appelle loyaux et sincères, et qui donc, derrière, sont certifiés. En général, là, je dirais, une fois que j'ai posé ça, on a un peu la réponse à la question. Donc, a contrario, la loi, je crois qu'elle ne dit pas grand-chose sur le coulissage de tout ça. Raisonnons en bon sens. Voilà, donc on va reprendre notre casquette un peu bon sens. Donc, l'entreprise arrête son exercice au 31/12 de chaque année, le temps qu'elle produise ses comptes, elle les fait certifier. En général, les AG sont au mois de mai, avril-mai, parce que ça coulisse, voilà, sont approuvés par l'AG. Il faut que je fasse dans la foulée ma consultation sur les comptes. C'est sûr que si j'approuve mes comptes qui sont au mois de mai et que je vais voir mon CSE, je vais lui dire je mets le point à l'ordre du jour au mois de novembre, quelque part, honnêtement, ça perd de son sens et de sa pertinence. Donc là aussi, faisons appel à notre bon sens de la vie de notre établissement. Et je crois qu'il y a une chronologie un peu naturelle finalement qui se fait. Et j'insiste, parce que j'ai été confronté une fois, alors pour donner un mauvais exemple, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, sur pression d'ailleurs d'un CE à l'époque, où en fait on avait présenté des comptes dans une situation délicate, et c'est avéré que ces comptes n'étaient pas définitifs. Oui. Voilà. Et c'est avéré surtout que ces comptes, parce que derrière le sujet c'était participation-intéressement, d'accord, évidemment que les montants qui figuraient dans ces comptes qui n'étaient pas définitifs se sont avérés être faux au regard du montant après qui allait déclencher potentiellement ou ne pas déclencher l'intéressement. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Hein. Donc c'est extrêmement grave, donc ça fait une vraie crise d'ailleurs. Hein. Donc voilà, la logique c'est ça, c'est j'arrête mes comptes, voilà. Et ensuite cette consultation, elle est très importante parce que elle sert d'abord à faire de l'explication à l'instance sur ce qu'il y a dans les comptes, parce que c'est quand même des sujets un peu là pour le coup techniques, et il faut décoder ce qu'il y a derrière les chiffres. Et toujours, je reviens sur mon sujet de projet, de cap, c'est du coup, voilà, quand je suis élu, quand je suis autour de la table, par rapport à mon projet d'établissement, voilà, est-ce que ma situation est saine, là où je vais être en fragilité, comment je me situe, est-ce qu'il faut que je revoie un peu mes investissements? Vous voyez, c'est ça toutes les questions qu'il faut poser.
Voilà, quand on est... Donc, consultation après l'AG, la validation des comptes, pour avoir la sincérité, parce que Oui. des choses. On a une question récurrente, c'est la présence, Marianne, des membres du CSE dans le conseil d'administration. Oui. Alors, c'est vrai dans les sociétés commerciales, mais c'est pas vrai dans les associations. D'accord. Il y a pas de texte qui impose la présence de membres de CSE ou de la représentation du personnel dans les conseils d'administration. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça, c'est pas moi qui suis à la tête des associations. Donc, chacun voit s'il l'invite ou pas. Mais en tout cas, légalement et juridiquement, il n'y a pas d'obligation de présence dans les conseils d'administration des membres du CSE. On a quelques questions autour des consultations sur les conditions d'emploi des enseignants. Marianne, quelque chose d'assez récurrent. Enseignants, membres de la communauté de travail, au nom d'une loi qui s'appelle la loi 106, qui depuis 2005 nous dit, dans le Code de l'éducation, Code de l'éducation, je me souviens plus, L442-5 de mémoire, qui nous dit en gros, nonobstant, marquerait la qualité du rédacteur, nonobstant l'absence de contrat de travail, les enseignants agents publics sont électeurs et éligibles et membres de la communauté de travail, et donc électeurs et éligibles au CSE. Et la jurisprudence nous a dit qu'ils pouvaient être délégués syndicaux, etc. Donc, on nous pose souvent la question de est-ce que ces enseignants qui sont agents publics, mais sont mis à disposition par l'État, on doit évoquer au CSE leurs conditions de travail. Ah oui, alors là c'est presque une colle pour moi. Là. Non, mais c'est un vrai sujet. Vous êtes des DRH d'Orange. C'est un vrai sujet. Des agents publics chez vous. Donc, oui, alors nous, c'est assez différent parce qu'au fond, on a, chez Orange, de par un texte de loi, hein, on a des salariés. Voilà, on a une communauté de salariés à l'effectif, qu'ils soient issus de la fonction publique, puisqu'il y a encore les anciens de fonctionnaires, ou qu'ils soient salariés de droit privé. Voilà. Donc on ne fait pas, entre guillemets, alors après, bien sûr, il y a la distinction de par le statut, voilà, mais en réalité, tout ça crée les salariés d'Orange. Et donc quand on a des sujets en CSE à l'ordre du jour, typiquement, par exemple, bloc 3, consultation sur l'emploi, eh bien, on évoque les salariés d'Orange, voilà. Et on n'évoque pas que 70% de l'effectif d'Orange. Voilà, donc c'est une configuration un peu différente. Donc là, moi, j'aurais à peu près la même réponse, c'est-à-dire que ne pas évoquer, puisque souvent les questions en fait tournent autour de perte d'heures, en fait. L'État nous met en fait des volumes horaires en face à face à élèves. Vous voyez, je caricature mon propos, pardon pour les puristes, et donc nous donne les moyens d'exécuter notre mission associée au service public de l'éducation. Et parfois, on les retire, ces moyens, parce qu'il y a moins d'élèves, il y a moins il y a des besoins dans un autre lieu, et donc il y a cette réduction d'heures de face à face élèves, et on nous pose la question de savoir s'il faut en parler en CSE. Moi, les bras m'en tombent un peu, c'est-à-dire que ça, si c'est pas de la marge générale de l'entreprise, je ne sais pas ce que c'est. Oui, voilà, c'est un peu, on revient à nos sujets d'intelligence de situation. Voilà, et donc si on a une perte de 20% des heures financées de face à face élèves, je crains que la pérennité de la structure, si c'est tous les ans, soit remise en question quand même. Oui. Par contre, le statut de l'enseignant en tant qu'agent public et salarié de l'État n'est pas à voir en CSE, parce que là, le CSE n'a pas d'intérêt et d'impact. On peut s'interroger, on peut partager, mais par contre, savoir s'il faut qu'il soit en mobilité lui-même, etc., c'est là, du coup, pas de l'activité, de la mission du CSE, à mon sens, dans une lecture, encore une fois, dans la philosophie des dispositifs. Mais on voit que tout cela est un peu ténu, et d'où l'intérêt aussi d'être campé sur le sens de son action. Absolument. Voilà. D'autres questions qui sont peut-être un peu moins universelles dans leur approche et ne nécessitent pas une prise de parole à ce niveau-là. Est-ce que Marianne, vous avez d'autres questions SVP, c'était comment SVP 1111 Peut-être une dernière question. Je ne sais plus si vous en avez évoqué. En matière de harcèlement. Harcèlement, oui. Parce que
je ne sais pas, vous, si vous avez dans votre expérience déjà été amené à faire face à... Oui, c'est vrai qu'on a parlé longuement, alors vous étiez sur la route ce matin, on a parlé longuement avec Zora Villalard du harcèlement dans sa relation individuelle et la nécessité de faire une enquête. Oui. Peut-être que le lien avec le CSE, et dans ce cas-là, on bouclerait les... bien sûr, oui, je dirais que malheureusement, oui, j'ai été amené à être confronté à ce type de situation. Alors, peut-être sous l'angle plus pratique, si ce matin, vous l'avez vu avec Zora Villalard, sous l'angle, on va dire, de cadre plus juridique, un membre de CSE, et c'est dans ses prérogatives, il peut alerter, bien sûr, l'employeur sur une situation de harcèlement. Alors, le premier point, c'est que moi, j'invite toujours à faire une alerte par écrit. Parce que parfois, il peut vous alerter de manière orale, parfois en séance, d'ailleurs, vous pouvez être interpellé. Hein, si jamais vous avez un compte-rendu, voilà. C'est bien d'avoir un écrit dédié, un peu formel, ou que l'élu vous adresse pour vous alerter sur une situation et qui vous précise effectivement où, quelle personne. Voilà. Après, vous êtes tenu de réagir, hein, c'est-à-dire que vous considériez spontanément que c'est fondé, pas fondé, d'accord, pas d'accord, votre obligation en termes d'obligation d'employeur, c'est de faire quelque chose. Et donc là, vous allez aller voir le CSE pour dire que vous allez ouvrir une enquête. Et après, il faut, de manière très concrète, constituer une délégation d'enquête, où en général, elle est paritaire, c'est-à-dire que je mixe, puisque c'est un élu du CSE, voire 2 élus selon l'importance, et puis 1 ou 2 représentants de l'employeur. Je fais une petite réunion, entre guillemets dit, de lancement de l'enquête méthodologique. Et cette réunion méthodologique, elle consiste à identifier les gens qu'on va devoir interroger, s'assurer de leur représentativité objective, de part et d'autre, ça c'est très important. Et puis elle consiste à se donner un calendrier, et ça consiste aussi pour moi à faire une espèce de trame un peu d'entretien, parce que ce sont des entretiens difficiles. Et donc la grande difficulté sur ce type de situation, c'est d'arriver, je dirais, dans des éléments très souvent passionnels, affectifs entre guillemets, et en tous les cas très subjectifs, à essayer au maximum de factualiser par des questions pertinentes le retour et le témoignage. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire en 2 phrases. Et donc, on co-construit ce type de questionnaire. Moi, ça m'arrive aussi de me faire aider par des cabinets extérieurs. Voilà. Ensuite, on fait les entretiens avec un partage dans la délégation aussi, savoir qui prend des notes, qui assure le fil conducteur, parce qu'il y a beaucoup de... c'est compliqué comme entretien, donc voilà. On fait un compte-rendu. Après, on fait une synthèse. Voilà. Et cette synthèse, elle doit amener à la prise de décision. Et je retourne devant mon CSE, en général, pour dire ce que j'ai fait pour boucler et lever l'alerte qui a été formulée. Donc, c'est des situations difficiles. C'est des situations à la fois, il faut être réactif. En tous les cas, bon, je prends le sujet en main. Et on se rend compte après que parfois, le temps est un ami. C'est-à-dire que ces situations, c'est pas, on le sait bien, c'est pas, tu as la vérité ou l'absence de vérité, elle est partout et nulle part. Et donc, il faut arriver à se forger une conviction intime. Et parfois, ça prend un peu plus de temps. Et moi, j'ai parfois même assisté à des retournements complets de situation. C'est-à-dire que le harceleur était le harcelé, et voilà. Donc, il faut sentir, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi une délégation un peu paritaire en l'occurrence. Il ne faut pas être seul sur ces sujets-là. Et parfois, le temps, il ne faut pas prendre trop de temps, et parfois on peut être amené aussi à prendre des mesures conservatoires pour protéger. Voilà. Donc on change voilà, voilà, très rapide. Effectivement, une des questions les plus compliquées à traiter en très peu de temps. On a un petit peu dépassé. Aux anciens collègues de la BPCE, vous excuseront. Merci beaucoup, Valérie, de cet échange très riche, de votre sympathie, ce qui ne gâche rien. On a passé, je crois, un bon moment. J'espère qu'il en est de même chez vous, ou en tout cas à votre bureau. On se retrouve sans doute d'ici un petit quart d'heure. Donc, on avait prévu un 15h20, 17h20. Je vous donne rendez-vous plutôt à 15h30, je pense que c'est plus raisonnable, le temps que nous nous installions, car nous serons un peu plus nombreux autour d'une table ronde autour de la politique de rémunération dans un OGEC. Donc rendez-vous d'ici un quart d'heure. Merci beaucoup Valérie. Merci à toutes et à tous. Bientôt. Bonne continuation. Au revoir.